C'est bon, alors on y va. On y va. Merci à vous tous pour votre présence, votre attention. Je serai très bref sur les remerciements qui ont déjà été formulés pour me joindre à ceux-ci. Et je remercie l'ensemble de ceux qui ont permis cette manifestation, que ce soit les membres du cabinet FIDAL ou que ce soit l'Institut de droit comparé qui nous accueille aujourd'hui. Mais le temps nous étant compté, je passe directement à la thématique qui doit être la nôtre maintenant. Alors j'avais prévu une introduction un peu longue, comme parfois aiment le faire les universitaires, et j'avais pas mal de choses à vous dire, mais sur les questions de fiducie LBO, sur les questions de fiducie Golden Share, qui sont des schémas de fiducie impliquant des droits sociaux, des titres sociaux qui sont aujourd'hui assez usités, assez standardisés presque, qui illustrent d'ailleurs, je pense, que la fiducie marche, que la fiducie fonctionne, ce qui peut-être que 15 ans après, il faut peut-être le rappeler un peu officiellement, même si elle peut rester parfois un peu discrète, parfois même un peu confidentielle, parce que un instrument, je comprends que certains tombent de leur chaise lorsqu'on dit que la fiducie fonctionne, à force qu'elle ne soit pas, je pense, officiellement enseignée dans les facultés. On ne sait d'ailleurs pas très bien où la mettre, dans les contrats spéciaux, un peu dans le droit des sûretés, mais on n'a jamais trop le temps, le droit des sûretés, parce que genre, on va passer la moitié du programme sur le cautionnement, et puis après on a l'hypothèque et autres, donc on l'enseigne jamais trop. En droit des biens, tout est déjà très compliqué, déjà quand on a fini l'usufruit, on est essoufflé. Et donc on l'enseigne pas trop, donc ce qui n'aide peut-être pas non plus à sa connaissance, ce qui fait que ce type de manifestation est vraiment très utile, et j'en remercie une fois encore ceux qui l'ont organisé. Alors, j'avais envie également de vous parler un peu de la propriété. Alors effectivement, une propriété finalisée, temporaire, dont on sent effectivement que ce n'est pas vraiment une propriété ordinaire, mais je crois que c'est très important quand même de garder à l'esprit que c'est une propriété, ne serait-ce que d'un point de vue de droit des sociétés, pour savoir qui récupère le dividende, pour savoir qui est titulaire du droit de vote, et puis pour savoir également, en matière de fraude, ou d'éviter les fraudes, qui par exemple a l'obligation de déclarer un franchissement de seuil dans une société cotée. Et là, je crois que la qualification est pas purement théorique et qu'elle a un vrai aspect pratique. On pourra y revenir dans les questions-réponses parce que je vois que le temps qui nous est donné est déjà écoulé et je vais donc aller beaucoup plus vite. Mais on peut même aller plus loin sur des questions assez fascinantes, pas uniquement pratiques, sur ces schémas d'opérations qui ont déjà eu lieu, par exemple sur le droit de vote, qui est quand même un droit fondamental, un droit essentiel de l'actionnaire. On disait dans la vieille jurisprudence Château d'Yquem, c'est un droit essentiel. Mais le droit de vote, à qui appartient-il? On va dire au propriétaire, donc au fiduciaire. Très bien. Enfin, est-ce qu'on ne peut pas essayer de l'aménager? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire en sorte que le constituant, en réalité, ait son mot à dire pour rendre le montage d'autant plus appréciable? Et là, on pourrait éventuellement en débattre plus tard. On pourrait également, si le temps nous était donné, mais finalement, on pourrait peut-être se réinviter dans ces locaux le mois prochain et refaire une session sur la question de l'affectio societatis. On aime bien parfois utiliser des mots un peu latins, j'ai l'impression, sur les bords de l'université. Peut-être parce qu'on ne sait pas exactement les traduire en bon français, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils recouvrent. Mais alors, le fiduciaire, quand il devient actionnaire, est-ce qu'il a vraiment un affectio societatis au sens traditionnel du terme ou pas? Bref, cette thématique que je n'ai absolument pas suggérée d'ailleurs, et je remercie ceux qui l'ont suggérée pour moi, suscite beaucoup de questions. Alors pour ces questions, on s'est dit, avec mes voisins qui sont beaucoup plus qualifiés que moi sur la mise en œuvre pratique de ces fiducies, qu'on allait dérouler un peu de questions assez rapides dans les réponses, dans les questions aussi, mais surtout dans les réponses, par mes voisins qui sont à la fois fiduciaires de plein exercice. Bruno a été un peu l'un des pionniers à qui
on doit beaucoup de fiducie, et ce qui a permis effectivement de développer cette Dominique, qu'il est également. Mais on a également la question, et l'acteur du tiers protecteur, en quelque sorte, qui est exercé par Sylvain, mon voisin de droite, et qui pourra également nous livrer un peu la façon dont il voit les choses. Alors, première question, finalement, fiducie et titres sociaux, on voit bien qu'on est plus dans une logique de fiducie-gestion, ce qui est un peu plus la thématique, dans une logique patrimoniale que la sûreté en tant que telle. Et peut-être que Bruno peut nous livrer un exemple, s'il le souhaite. En fait, la majorité, pour ne pas dire l'énorme majorité des dossiers qu'on traite aujourd'hui sont des dossiers qui portent sur des titres de société. Essentiellement, en fait, des fiducies sûreté, c'est-à-dire que les titres de société sont donnés en garantie d'une obligation à l'égard d'un tiers, mais pas seulement. Et c'est pour ça qu'on a choisi de vous parler d'un exemple d'une fiducie-gestion, même si je n'aime pas beaucoup l'opposition entre fiducie-gestion et fiducie-sûreté, car dans toute fiducie-sûreté, il y a de la gestion à l'évidence. Alors, il s'agit d'un dossier qui concerne une société minière d'un territoire d'outre-mer, dans lequel il y a un pacte d'associés qui a été signé, au terme duquel certains des actionnaires s'engageaient à transférer une partie de leurs titres, d'une part au profit des salariés dans le cadre d'un FCPE ou autre, et d'autre part au profit de la population locale. Donc il y avait des actions destinées à être distribuées aux salariés, enfin vendues mais à un prix évidemment mineur, et d'autres destinées aux représentants de la population. C'est comme ça qu'un contrat de fiducie a été signé, au terme duquel le fiduciaire donc a reçu les titres destinés à être transférés une fois qu'ils seraient constitués au FCPE pour ce qui concerne les salariés et à l'entité nouvelle à créer pour représenter la population locale. Donc c'est ainsi que la fiducie fonctionne. Donc le fiduciaire est bien propriétaire des titres, c'est lui qui est convoqué aux assemblées, et il est prévu qu'il reçoive les instructions de vote, non pas du constituant comme c'est souvent le cas, mais en l'espèce d'un administrateur salarié pour ce qui concerne les actions destinées au FCPE et d'un administrateur population pour ce qui est des actions destinées à l'entité chargée de représenter la population. Donc c'est comme ça que ça fonctionne dans l'attente de la création de ces deux entités. Et là-dessus, moi j'aime bien l'idée des fiducies gigognes. Il y a une nouvelle fiducie qui se met en place, justement destinée aux actions qui ont vocation à revenir au FCPE. Une nouvelle fiducie est en train de se constituer, au terme de laquelle de l'argent est mis en place dans cette fiducie pour permettre le rachat des actions des salariés qui souhaiteraient s'en débarrasser. Ce qui fait qu'on va avoir un patrimoine fiduciaire qui va être constitué au départ par de l'argent et qui, au fur et à mesure des rachats, pourra être constitué à la fois d'argent et d'actions. C'est ce que j'aime d'ailleurs dans la fiducie, c'est un des avantages considérables, c'est le fait qu'on peut mettre dans un même patrimoine fiduciaire des biens de nature différente, mobilier, immobilier, corporel, incorporel, etc. Et d'ailleurs, c'est un des innombrables avantages de la fiducie sûreté sur les autres sûretés réelles, c'est qu'effectivement, on peut mettre des veaux, des vaches, des cochons dans un même patrimoine fiduciaire, ce qu'on ne peut pas faire avec une hypothèque, un gage ou un nantissement. Voilà l'exemple que je voulais donner, qui fonctionne, et je pense que c'est une utilisation intelligente, effectivement, de la fiducie sur des titres de société, à titre de gestion, dans un but bien déterminé, et qui permet le but, on n'a pas encore prononcé le mot, hein. La fiducie, c'est quoi? C'est une sanctuarisation. Certains disent une bunkérisation. Les biens qui sont transférés dans un patrimoine fiduciaire ne pourront jamais être utilisés à une autre fin que celle à laquelle ils sont destinés dans le contrat de fiducie. C'est ça qui est formidable. C'est absolument formidable, effectivement, et on voit effectivement qu'il y a une utilité très réelle dans l'utilisation de la fiducie, où préalablement, en fait, on avait un vide dans notre droit, et ça permet aujourd'hui, on pourrait y revenir lors des questions réponses le cas échéant pour redétailler le schéma, mais on voit qu'il est très très pratique. Mais alors, on voit que quand on fait une fiducie gestion avec des titres sociaux, mais même d'autres biens, finalement, et peu importe qu'ils soient détenus à titre privé ou à titre professionnel d'ailleurs, c'est que se défaire de sa propriété pour la confier à certes une liste limitativement énumérée dans le Code civil de personnes qui sont toutes très bien d'ailleurs, les fiduciaires, c'est pas quelque chose de naturel. Alors, comment est-ce qu'en pratique, est-ce que le tiers protecteur peut intervenir
peut-être pour assurer le constituant, peut-être pour assurer aussi les bénéficiaires, y compris parce qu'on voit bien que dans une fiducie qui peut durer longtemps et qui peut être amenée à avoir des aspects de gestion, il peut y avoir des conflits d'intérêts, il peut y avoir des risques qui peuvent se poser. Sylvain. Merci de me donner l'occasion de parler du tiers protecteur. Donc, merci Claire pour cette organisation, cette manifestation qui est formidable et qui permet de parler de la PIFI, qui est une association que nous avons créée pour la promotion de la fiducie dans la gestion de patrimoine. Donc, vraiment dans le cœur des sujets qui sont aujourd'hui débattus. Et si vous me permettez, mais je vais revenir, ça me permet de revenir sur votre point. Mais quand on parle de gestion de patrimoine, on va parler un tout petit peu de gestion de patrimoine. Et si vous m'autorisez, je vais parler d'actualité, puisque en fait, cette gestion de patrimoine, elle connaît une actualité qui est celle, comme vous l'avez dit, madame, très bien, le vieillissement de la population, mais qui est également celui d'être confronté à, on va dire, pas pompeusement, de paradigme nouveau, enfin de circonstances, d'un contexte très nouveau. On sort quasiment, pas encore, mais des taux d'intérêt négatifs, mais on rentre dans une période d'inflation. Et tout ce que nous avons connu depuis, je dirais, 30 ans peut-être, qui était celle d'avoir des taux d'intérêt réels positifs, c'est-à-dire qu'en fait les taux d'intérêt réels qui vous étaient proposés, étaient supérieurs à ceux de l'inflation, sont aujourd'hui dépassés. Et c'est une véritable révolution. Si je vous dis ça, c'est parce que, en fait, ce qui était possible auparavant, qui était la gestion de patrimoine passive, celle de simplement détenir des actifs et de laisser le temps passer, sachant qu'il suffisait de dire « vous m'avez confié 100, je vous rends 100, la vie est belle ». Là, aujourd'hui, si on me donne 100, et plus particulièrement si je les conserve pendant 99 ans, je vous rends 100, vous avez tout à fait raison d'être mécontent. C'est la parabole des talents. Voilà, c'est la parabole. Exactement. Donc Saint-Luc étant convoqué aujourd'hui, on va essayer d'être à la hauteur donc, ce que je veux dire, en fait, par là, c'est que on va donc avoir la fiducie comme un outil absolument extraordinaire de la gestion, cette fois active, du patrimoine. On n'est plus simplement dans le buy and hold, dans j'achète et je détiens, je conserve, pof, je rends. Là, on est obligé de se poser la question de savoir, et plus particulièrement, là, il s'agissait d'actions non cotées, mais on peut imaginer donc un portefeuille d'actions cotées, de savoir en fait comment ils vont être répartis. Et là, ça devient complexe. Et quand on parle de complexité, malheureusement, on va obliger les auteurs de patrimoine, qui aujourd'hui ne sont plus une personne, mais je dirais une famille. S'il y a des gens qui font de la gestion de fortune dans l'Assemblée, ils savent très bien qu'aujourd'hui, c'est rare d'avoir une personne qui détient un gros patrimoine et basta. Il n'y a pas de Poutine dans la gestion de fortune aujourd'hui. Ce sont des gens qui sont, il y a énormément de membres de la famille qui interviennent dans la gestion de ce patrimoine. La fiducie permet ça. Elle permet, alors, et merci de le noter, par la désignation d'un tiers protecteur, qui va animer une gouvernance. Dans la fiducie, là, tu as, dans l'exemple que tu citais, un représentant des salariés, un représentant des habitants. Alors, ils sont ce ne sont pas des entités, je veux dire, qui sont représentées, mais on peut trouver des fiducies dans lesquelles on va avoir des comités ad hoc qui vont réunir de manière totalement... là, on peut définir ce que l'on souhaite en termes de gouvernance. On va avoir un comité, des personnes qui vont y intervenir pour se poser la question de savoir c'est quoi notre capacité à accepter le risque, puisque si je ne suis plus en mesure de simplement confier mon argent à un assureur qui va mettre sur un fonds euro et qui va me rendre 101 € l'an prochain, alors que l'inflation, peut-être que certains n'ont pas forcément reçu l'information, elle est à 6% aujourd'hui. C'est-à-dire que si je suis sur un produit officiellement garanti qui me donne 101 à la fin de l'année, j'ai perdu 5. Donc c'est garanti que je perde. Alors de la même manière que quand on a commencé à regarder il y a 4 ou 5 ans le fait que la France et l'Allemagne prêtaient à des taux d'intérêt négatifs, c'est-à-dire que les gens étaient très heureux de leur donner 100 pour récupérer dans 10 ans 95 ou 94. Donc c'est quelque chose qui... on ne peut pas laisser les familles simplement en disant voilà, il y a une feuille de route qui a été confiée aux fiduciaires,
il va mettre l'argent sur un truc garanti, basta cosy. Non. Donc, si on n'est plus dans une situation où on peut faire de la gestion de patrimoine passive, on est obligé de le faire de manière active. Et donc, excusez-moi, j'espère que je suis pas trop long. c'est parfait. Je dis juste, C'est très bien. de manière enflammée mais convaincue, le fait que tous les professionnels de la gestion de fortune doivent se poser la question de la manière dont on gère le patrimoine aujourd'hui, de manière à définir une gouvernance spécifique. Et la fiducie l'autorise. La fiducie autorise la constitution de comité, celle d'un tiers protecteur. Un tiers protecteur, très bien, on dit je vais désigner X ou Y, et c'est un mec qui est très sympa. Je m'en fous qu'il soit sympa. Enfin, je veux dire, c'est pas on n'a pas besoin de quelqu'un de sympathique. On a besoin de quelqu'un qui va avoir une mission spécifique, des prérogatives, des responsabilités, dans un contexte complexe. Donc, il faut quand même, à ce moment-là, se dire, oui, là, si je regarde bien, dans ma fiducie, j'ai une somme à investir. Dans ma fiducie, j'ai un bien immobilier. Dans ma fiducie, j'ai droit à l'image. Mais ça ne va pas être les mêmes personnes que je vais pouvoir désigner pour m'assurer que mes intérêts à préserver, hein, puisqu'on parle si on parle de tiers protecteur, on parle des intérêts qu'il doit préserver. Hein, donc, il renvoie à la nature du patrimoine fiduciaire. Si mon patrimoine fiduciaire, c'est droit à l'image, ce qu'on a cédé en rentrant ici pour pouvoir voir retransmis à cette réunion, ce n'est pas la même chose que celui d'avoir un bien immobilier à l'intérieur de Paris. Ces missions-là vont dessiner un portrait robot de la personne qui sera le tiers protecteur. Et ce tiers protecteur, c'est pas forcément le bon copain, c'est pas forcément la tante très habile. Non, c'est pas ça. Et ça indique que la gestion active du patrimoine réclame de professionnaliser l'ensemble des institutions à l'intérieur de la fiducie. Et malheureusement, je finis sur ce sujet, de la même manière qu'implicitement, en fait, on invite à découvrir un portrait robot de celui qui devrait être le protecteur, implicitement et négativement, il y a des gens qui ne doivent pas l'être. Et je le mentionne parce que ce n'est pas forcément évident, mais par exemple, on ne désigne pas un tiers protecteur qui est par ailleurs actionnaire d'un fiduciaire. Alors ça peut vous paraître tout à fait fantaisiste, non ça ne l'est pas. Donc, alors ça c'est un des exemples qu'on peut trouver. Et je conclus en invitant modestement les praticiens à inclure à l'intérieur des pactes fiduciaires une clause par laquelle il est traité de la façon dont on évite ou dont on gère la survenance de conflits d'intérêts. Voilà, excusez-moi d'avoir été... Non, c'est très précieux, je trouve, d'entendre ce discours, parce que l'un des points de blocage qu'il y avait eu lors d'une l'une des toutes premières fiducies, c'était notamment de savoir si oui ou non un tiers protecteur pouvait toujours être nommé, et s'il allait être nommé, est-ce que ce n'était pas plutôt un risque pour le bon déroulement de la fiducie, et en conséquence, est-ce qu'il y a une possibilité de faire renoncer dans le contrat de fiducie à la nomination du tiers protecteur. Et ce qui était très intéressant, alors les deux premières fiducies étaient de sociétés très connues qui les ont mises en place, et dans les deux, ça avait été prévu. Ça avait été prévu parce qu'il y avait vraiment, je pense, une incompréhension en fait, du rôle du tiers protecteur, qu'on voyait plus comme la personne qui risquait de venir bloquer la mise en œuvre de la gestion, et non pas comme étant la personne qui allait permettre de gérer et de faire en sorte que tout se passe bien. Et c'est pour ça que je trouve ce discours très intéressant. Le tiers protecteur, c'est l'assistant, c'est celui qui va permettre d'apporter de la souplesse à la fiducie. Je peux ajouter deux mots à ce sujet. Bon, je pense qu'effectivement, le tiers protecteur, c'est extrêmement important, surtout quand le constituant est une personne physique, qui parfois va vous dire « je suis convaincu par l'intérêt de la fiducie, mais je ne veux surtout pas m'en occuper, et par conséquent, je vais déléguer jusqu'à la totalité de mes pouvoirs, comme la loi le permet, à un tiers protecteur de confiance, qui sera de préférence un professionnel, notaire, avocat, conseiller en gestion de patrimoine, etc. » Mais il y a aussi un cas où c'est intéressant d'avoir un tiers protecteur, c'est lorsque vous avez une pluralité de constituants.
notamment des indivisaires, hein, ou des constituants qui ne sont pas indivisaires, mais qui ont mis en commun des biens dans un même patrimoine fiduciaire. Eh bien, pour que le fiduciaire ait un interlocuteur unique qui va parler au nom de la collectivité des constituants, il est évident qu'il est très intéressant d'avoir un tiers protecteur qui aura reçu de la totalité des constituants, la totalité de leur pouvoir, et qui sera en fait au quotidien l'interlocuteur du fiduciaire. Est-ce que j'enchaîne sur l'agent des sûretés? Absolument. Voilà. C'était la transition que j'allais te faire. Autant il est intéressant d'avoir à un bout de la chaîne un représentant collectif des constituants quand ils sont plusieurs, autant à l'autre bout de la chaîne, lorsque vous avez des bénéficiaires, alors évidemment ce n'est pas le sujet vraiment d'aujourd'hui, mais lorsque vous avez des bénéficiaires multiples, par exemple une masse d'obligataires, ou un pool bancaire, ou même simplement des créanciers ayant des intérêts communs, eh bien là, de la même manière, pour que le fiduciaire ait un interlocuteur unique, ces créanciers ayant des intérêts communs, ou ces groupes de créanciers peuvent désigner un agent des sûretés, et j'insiste sur ce point, c'est que l'agent des sûretés New Look, tel qu'il est défini aux articles 2488-6 et suivants du Code civil, n'est pas assez utilisé, alors que c'est une invention absolument formidable qui permet donc à l'agent des sûretés choisi par les créanciers de prendre en son nom, pour le compte de ses mandants, dans le cadre d'un patrimoine d'affectation, toute sûreté personnelle ou réelle, dans l'intérêt des intérêts dont il a la charge. Donc c'est quelque chose d'absolument formidable, ça permet à la fois donc de rationaliser la prise des sûretés, et ça permet aussi d'avoir un interlocuteur unique. Donc vous avez des cas dans des opérations complexes où au quotidien, l'interlocuteur du fiduciaire, c'est d'une part le tiers protecteur pour les constituants, et d'autre part l'agent des sûretés pour les créanciers bénéficiaires. Non, mais c'est un point qui était... Qui effectivement est tout à fait complémentaire, et on voit bien en fait l'intérêt du tiers protecteur en pratique en fait dans ces cas-là. Mais alors on en arrive à une autre question qui est finalement dans ce système de fiducie et titres sociaux. Je suis constituant, je mets mes titres en fiducie, j'en suis plus propriétaire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que je sois un peu bloqué en mettant des parties par ce système, Bruno? Ah oui. Alors en fait, on y a fait déjà référence. Vous savez que l'article 2019 du Code civil permet expressément la cession des droits fiduciaires, la transmission des droits fiduciaires, sans dire au passage, sans faire de distinction entre transmission à titre gratuit et transmission à titre onéreux. Malheureusement, le Cridon a pris position pour dire qu'on ne pouvait pas envisager la cession à titre gratuit des droits fiduciaires. Le texte ne le dit pas. Voilà. Alors, c'est donc un moyen, effectivement. Quelqu'un qui se dépouille, entre guillemets, de ses biens dans le cadre d'un patrimoine fiduciaire n'est pas dépouillé pour autant, puisqu'il a ses droits fiduciaires qui constituent sa créance de restitution. Et c'est cessible. Nous avons eu un dossier dans lequel, qui porte encore une fois sur des titres de société, on est donc en plein dans le sujet, et un des constituants me dit, voilà, je vais céder quelques-uns des titres qui ont été apportés dans le patrimoine fiduciaire. Alors je dis, non, je suis désolé, vous ne pouvez plus céder les titres, ils sont dans le patrimoine d'affectation. En revanche, vous pouvez céder vos droits fiduciaires. Et c'est ce qui a été fait. Il y a une première opération, et je crois, Dominique, qu'il y en a une seconde de même nature qui se fait. Voilà. Oui, c'est important d'entendre aussi, parce que ça montre qu'en réalité, ce n'est pas une opération figée. Et une fois que la fiducie est mise en place, et que les droits des différentes parties peuvent continuer à être préservés, notamment par ces cessions de droits du constituant. Et ils sont menacés. J'ai entendu tout à l'heure qu'on évoquait la possibilité de faire une fiducie pour organiser son insolvabilité. Les droits fiduciaires sont saisissables. Ben oui. Les biens transférés dans le patrimoine fiduciaire ne sont pas saisissables, c'est la loi qui le dit, mais les droits fiduciaires, eux, sont saisissables, ce sont des droits incorporels qui sont parfaitement saisissables, aussi bien dans le cadre d'une saisie conservatoire que dans le cadre d'une saisie exécution. Donc, n'utilisons pas la fiducie pour organiser de l'insolvabilité, outre le caractère frauduleux de l'opération. Oui, tout comme d'utiliser une société pour organiser son insolvabilité, habituellement, ça marche pas forcément très très bien. Peut-être un mot sur les points de blocage qu'on peut avoir, mais on les a déjà un peu évoqués. On les a évoqués très très bien tout à l'heure. Je voulais juste dire qu'effectivement, on a des points irritants dans le régime juridique et fiscal qui a été très bien présenté. Ces points irritants, c'est par exemple la fin de la fiducie par le décès du constituant, c'est la possibilité de révocation par le constituant lorsque le contrat de fiducie n'a pas été accepté par le bénéficiaire. C'est encore l'interdiction pour les mineurs et pour les majeurs en tutelle de transférer leurs biens en fiducie. On voit bien que ce sont des éléments qui sont un peu bloquants
On arrive parfois effectivement à trouver des solutions. Ça a été exposé tout à l'heure par Sébastien Comparo lorsque l'on a exposé effectivement que l'on mettait le bien dans une société et ensuite c'est la société qui devenait constituante, donc on évite effectivement ce problème du décès, mais on a encore ces points-là qui aujourd'hui sont à traiter. Puis sur le plan fiscal, je crois que là on a tout dit, on a un régime de neutralité, mais ce régime de neutralité ne s'applique pas pour tout, et on a effectivement des points qui sont embêtants, notamment on l'a vu sur le PEA, je pense que sur les actions ça joue beaucoup. On l'a sur le pacte du travail, même si j'ai entendu dire qu'on pouvait peut-être demander un rescrit auprès de l'administration et que ça a été accepté dans certains cas, donc à voir selon certains dossiers. Et puis on n'a pas parlé, mais je pense qu'il y a aussi le sujet des attributions gratuites d'actions, où effectivement la cession pendant cette période-là risque d'être aussi un petit peu embêtante. Donc sur des actions, attention sur le régime fiscal, ça suppose une étude préalable pour savoir si effectivement on est bien dans un régime de neutralité ou si au contraire on doit être taxé. Ce qui montre qu'en réalité, les points de blocage sont quand même assez modérés. Mais alors, est-ce qu'on ne peut pas avoir un retour un peu d'expérience sur les schémas de titres sociaux qui sont quand même très usités et qui concernent pour beaucoup des personnes physiques qu'on appelle dans la pratique des managers ou autres, mais peu importe leur titre, peu importe d'ailleurs qu'ils soient personnes physiques ou pas dans ce cadre-là. Dans les schémas de LBO, est-ce qu'il y a un intérêt à utiliser de la fiducie ? Et est-ce qu'on ne l'a pas déjà vu un peu? Et est-ce que ça fonctionne? Moi, je suis persuadé, je suis spécialiste en droit des sociétés, donc je suis très intéressé par effectivement l'utilisation de la fiducie ou de la société et de voir quels sont les avantages des uns et des autres. En matière de LBO, on utilise souvent les droits sociaux comme étant des garanties à l'exécution d'une garantie de passif. Donc ça, on est dans la fiducie sûreté et on l'écarte. En revanche, lorsque vous êtes en présence d'investisseurs qui sont nombreux, soit parce que ce sont des personnes physiques, soit parce que ce sont des managers eux-mêmes, on les regroupe en général dans une seule entité. Et ça évite effectivement d'avoir un éparpillement de l'actionnariat et d'avoir un seul interlocuteur, notamment dans l'exécution des pactes d'actionnaires. Habituellement, on utilise la société, qu'elle soit ou non dotée de la personnalité juridique d'ailleurs, pour pouvoir regrouper l'ensemble de ces personnes. Mais la fiducie peut apporter les mêmes avantages que la société, sans en avoir les inconvénients. Donc l'idée, c'est de faire apporter ou de transférer les titres de ces managers dans une fiducie. Le fiduciaire gère ces titres-là. Sur le droit de vote, il demande aux constituants de savoir quel est le sens du droit de vote, mais c'est lui qui vote à la fin. Et puis, c'est lui qui exécute aussi le pacte d'actionnaires. L'avantage que l'on a par rapport à une société, c'est d'abord, on parlait tout à l'heure d'affectio societatis, on pourrait revenir sur l'intérêt social. L'intérêt social d'une structure sociétaire, lorsque ce ne sont que des managers, je ne suis pas sûr qu'il existe réellement. Mais c'est aussi des contraintes que l'on peut avoir en matière de société, sur la tenue d'assemblée générale annuelle, par exemple, ce que l'on n'a pas en matière de fiducie. Ça ne veut pas dire qu'on ne rend pas compte, mais on n'a pas cette tenue d'assemblée, donc c'est moins formel. Et puis alors, la gestion des entrées et des sorties, lorsqu'il s'agit de managers qui quittent l'entreprise, il faut les sortir de la société. Et là, on est sur des processus de réduction de capital ou d'augmentation de capital s'il y a une entrée. Et les principes de liquidité que l'on essaye d'avoir sont relativement compliqués. Et puis il y a un dernier point, c'est la fin en fait de l'opération d'investissement. C'est-à-dire que le LBO prend fin, et habituellement la société, il faut la dissoudre, la liquider et partager le produit de ces éléments-là. Mais en fait, en fiducie, on n'a ni dissolution, ni liquidation comme on l'a en société, et il n'y a pas de partage, il y a juste une mission qui est donnée au fiduciaire de restituer à chacun soit les titres qu'il avait lui-même apportés au moment de la constitution de la fiducie, soit les biens qui sont subrogés, en général le prix de vente. Ce qui montre à nouveau qu'en réalité, le schéma fonctionne en réalité parfaitement. Je regarde l'heure pour ne pas abuser de votre patience, mais peut-être un mot, peut-être, je ne dirais pas plus négatif, mais on a beaucoup parlé de l'intérêt de la fiducie pour les packs d'actionnaires, ce qui évidemment va intéresser les actionnaires personnes physiques, et son intérêt notamment pour l'exécution forcée. Mais alors depuis la réforme de 2016, je me demande, je me tourne un peu vers Bruno et Dominique, est-ce que c'est toujours vrai ou est-ce que c'est un peu moins vrai? C'est Dominique l'homme compétent. C'est Dominique qui reçoit la question dans ce cas-là. J'ai une vision qui est un peu différente, c'est qu'effectivement la loi a répondu aux incertitudes de la jurisprudence sur l'exécution forcée. Et dans le thème exécution forcée, il y a forcé. Donc il y a cet adjectif qui existe. Et donc ça veut dire qu'on va obliger quelqu'un à exécuter ce qu'il ne veut pas exécuter. Lorsque vous avez donné à un fiduciaire cette obligation-là, c'est plus à forcer, vous exécutez uniquement sa mission de fiduciaire. Donc, je pense que là, il y a, d'une part, les biens sont détenus par le fiduciaire, et donc il n'y a pas de risque qu'il y ait une transmission à des tiers de bonne foi ou de mauvaise foi, d'ailleurs,
puisque en fait là, on a coupé court, il y a transfert de propriété, et c'est seulement le fiduciaire qui pourrait éventuellement transférer les titres. Mais surtout, comme c'est lui qui a les titres, c'est lui qui va exécuter le pacte d'actionnaires, et on n'a pas l'obligation d'aller demander au juge l'exécution forcée de quelque chose qui va se faire naturellement. C'est un peu le proverbe « un tien vaut mieux que Dieu, deux tu l'auras ». Je pense que c'est à ça qu'on pourrait répondre directement. Non, c'est certain qu'on voit bien dans cette présentation en fait, la sécurisation que le mécanisme apporte, qui est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus sécure que de se dire effectivement je peux demander une exécution forcée. D'ailleurs, je ne sais pas très bien comment est-ce qu'on fait pour demander une exécution forcée si la personne qui détient le bien ne l'a plus, pour quelque raison que ce soit. C'est là le terme de mauvaise foi qui va arriver, mais il faut prouver la mauvaise foi. Et la mauvaise foi est horriblement difficile à prouver. Alors, il nous reste peut-être le temps pour une dernière question, mais pas beaucoup plus, je pense, par rapport au temps qui nous était imparti, parce que j'ai l'impression que à l'heure de Londres, il va bientôt être 12h30, et donc ce sera donc le temps d'aller sans doute trouver de quoi se restaurer. Mais alors, peut-être une dernière question, sur le thème fiducie, société, réserve héréditaire, est-ce qu'on doit cantonner la charge de l'article 912 du Code civil? Comment ça se passe dès qu'on va interposer une société? Est-ce qu'on peut avoir l'idée que des héritiers reçoivent des titres sociaux libres de charge ou non? Je ne sais pas si cette thématique un peu de la réserve héréditaire, de ce mix fiducie-société... Il ne faut pas se tourner vers moi, hein, je me suis tourné vers Claire. Ah, il faut se tourner vers Claire qui peut le faire, mais je peux évoquer un sujet, juste un exemple qui a été fait pour ça, c'est de faire porter la donation sur les parts d'une société, sur les parts d'une société civile. En fait, cette société civile étant été plus exactement partagée, c'est-à-dire des parts, chacun reçoit des parts d'une société civile spécifique. Chacune des sociétés civiles apporte à une fiducie, à une même fiducie. Et puis au terme, eh en fait, le gérant de la société a la possibilité en fait, de faire cesser la fiducie sur un certain nombre de sociétés civiles et pas sur d'autres. Donc on a, par le biais des parts sociales, quelques possibilités de conserver une maîtrise sur les mineurs. Je sais que Madame n'est pas forcément favorable à mettre dans des coffres forts, mais c'est une question qui s'est souvent posée aujourd'hui. Après, reste aux professionnels de donner des limites, donner des durées à ça. Mais voilà, les droits sociaux permettent d'allotir chacun de manière équitable, quitte à ce que derrière, en fait, le mécanisme social permette de rendre les gens plus ou moins responsables. Et je merci beaucoup pour ces précisions, mais je pense que l'ensemble de ces observations qui ont été faites en réponse à cette mitraille de questions montrent que clairement, déjà aujourd'hui, la fiducie est pleinement éprouvée et qu'elle fonctionne très bien. En matière de titres sociaux, il n'y a pas de raison que sur d'autres actifs, elle ne fonctionne pas non plus. Mais quand on sait que les patrimoines des particuliers quand même comportent souvent ce type de biens, ça montre quand même aussi la potentialité et sans doute la seconde partie de la vie de la fiducie pour arriver à 30 ans ensuite, dans les 15 années qui suivent, montre qu'il y a quand même une potentialité très forte de l'outil aujourd'hui. Alors, je ne suis pas sûr que nous ayons du temps pour prendre des questions-réponses, mais je me tourne à notre maîtresse de cérémonie et je m'en remets à... Il est midi 27 alors que... C'est pour ça qu'il nous reste 3 minutes à mon sens. À mon sens, on a 3 minutes. Très utile. On ne dira jamais assez que les Anglais sont très utiles. Sachant qu'on maintient l'heure entière de déjeuner, donc si vous posez une question, ne revenez pas parce qu'on va se faire le déjeuner. Non, mais je pense que les gens veulent les déjeuner. Merci beaucoup. Merci. C'était...